Et bienvenue dans cet épisode numéro 6 de The Silent Bloom Podcast, qui s'intitule L'âme et ses blessures. Aujourd'hui, on aborde donc deux sujets qui forment en réalité une seule et même question, celle qui est au cœur finalement de toute ma pratique depuis 21 ans. Qu'est-ce qu'une âme ? Et pourquoi, si l'âme est aussi vaste et aussi sage qu'on le dit, répète-t-on les mêmes schémas, les mêmes souffrances, les mêmes erreurs, parfois même vie après vie ? Ces deux questions ne se répondent pas séparément. L'une va finalement éclairer l'autre. Comprendre ce qu'est une âme, c'est un peu comme commencer à comprendre pourquoi tu portes certaines blessures que tu n'as pas choisies consciemment dans cette vie. Et comprendre tes blessures d'âme, c'est accéder à quelque chose d'infiniment plus doux que la culpabilité. Et donc, c'est de la compréhension. Alors aujourd'hui, on va faire le chemin ensemble. De la nature de l'âme, ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle n'est pas, et ce que la médiumnité m'a montré, jusqu'aux blessures qu'elle peut porter. Et comment ces blessures pilotent ta vie sans même que tu t'en rendes compte. Donc ce ne sont pas des certitudes absolues, ce sont plutôt des convictions construites dans l'expérience, dans l'humilité et dans un émerveillement qui ne m'a jamais quitté pour ce sujet. Donc tout d'abord, on va commencer par ce que l'âme n'est pas. J'aimerais commencer par déconstruire quelques images, parce que finalement ça brouille la compréhension. L'âme, ce n'est pas un double fantomatique de toi qui flotte au-dessus de ton corps en attendant d'être libéré. Ce n'est pas non plus une essence parfaite, lumineuse et sans aspérité qui souffre d'être enfermée dans une enveloppe charnelle, corporelle. Elle n'est pas quelque chose que tu peux perdre non plus, malgré ce qu'on lit souvent dans certains espaces spirituels. On ne peut pas te voler ton âme, on ne peut pas la blesser définitivement. Elle n'est pas fragile dans ce sens-là. Donc, elle est résiliente d'une façon que le corps et la psyché ne peuvent pas toujours égaler. Et l'âme, ce n'est pas non plus une idée religieuse, même si toutes les traditions finalement religieuses y font référence à leur façon. Ce que j'en perçois dans ma pratique est indépendant de tout cadre religieux. C'est une réalité finalement que je touche dans mon travail, quelque chose que je sens, que j'identifie, que je reconnais, et indépendamment des mots que l'on y met. Donc, finalement, si ce n'est pas tout ça, qu'est-ce que c'est ? Et ce, d'après mon expérience. Donc, l'âme, c'est plutôt le fil de continuité entre toutes tes incarnations. C'est ce qui persiste au-delà du corps, au-delà de ta personnalité, au-delà des circonstances de cette vie particulière. Elle porte non seulement une mémoire, mais aussi des expériences accumulées sur de nombreuses vies, des blessures qui n'ont pas encore été guéries, des dons développés dans d'autres contextes, parfois des facilités inexplicables dans cette vie, ont leurs racines dans une vie précédente. Des contrats passés avec d'autres âmes, des accords que tu n'as pas conscientisés dans cette vie-là, mais qui gouvernent certaines de tes relations, par exemple. Et l'âme, elle a une intention. Chaque âme arrive dans une vie avec quelque chose à traverser, à apprendre aussi, à guérir ou à offrir. Pas sous forme de destin figé, si on peut dire. Je ne crois pas, moi, au destin figé, mais sous une forme plutôt de direction. Un peu comme une boussole intérieure qui, quand on l'écoute, oriente vers ce qui est juste pour cette incarnation-là précisément. Alors du coup, comment ça se manifeste concrètement dans ta vie ? Ça se manifeste par les schémas que tu répètes sans comprendre pourquoi, par des peurs irrationnelles qui ne correspondent finalement à rien dans cette vie, à des facilités aussi, inexplicables dans certains domaines. Par exemple, ça peut être les maths pour certains. Les connexions immédiates avec certaines personnes, ce sentiment, tu sais, de connaître ces personnes avant même de les connaître. Tout ça, ça a souvent une racine plus ancienne que cette vie-là dans laquelle nous sommes actuellement incarnés. Dans mes guidances, quand je me connecte à l'âme d'une personne, ce que je perçois le plus souvent, c'est plutôt une texture, une façon d'être fondamentale qui précède tous les conditionnements, toutes les blessures, toutes les constructions sociales. Quelque chose d'irréductible. Et ça, ça c'est l'âme. Donc ce que la médiumnité maintenant m'a montré de tout ça. Dans mes guidances, ce que je perçois souvent n'est pas un message de l'au-delà sous forme de phrases bien construites. C'est plutôt une présence, une texture énergétique, comme je te disais. Une façon d'être que je reconnais, parfois même des éléments de personnalité très précis, l'humour de quelqu'un, sa tendresse, une façon assez particulière de communiquer. Et ce qui me frappe en fait davantage, après toutes ces années, c'est la continuité. Les personnes qui sont passées de l'autre côté ne disparaissent pas. Elles changent de forme, elles changent d'état. Mais quelque chose d'irréductible persiste. Ça reste reconnaissable.
ça reste lui-même finalement, ou elle-même. Et ce que j'observe aussi, c'est que depuis l'autre côté, il n'y a plus d'ego au sens humain du terme, plus de blessures actives, plus de rancœur non plus, plus de peur. Ce qui reste, c'est l'essence. Et cette essence, eh bien, quand elle me parle à travers mes guidances, c'est toujours empreinte d'une douceur, d'une clarté que la vie incarnée ne permet pas toujours. Donc, finalement, c'est ça qui m'a donné mon propre rapport apaisé à la mort. Pas parce que je nie la douleur du deuil. Le deuil, c'est une réalité humaine profonde et je ne la minimise pas du tout. Mais parce que je sais depuis l'intérieur de mon expérience que quelque chose continue, que ce n'est pas une fin en soi. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça change dans la façon de vivre. Quand tu commences à te voir comme une âme qui vit une expérience humaine et non comme un être humain qui aurait peut-être une âme quelque part, eh bien, tout change. Les épreuves ne sont plus des punitions, elles sont des passages, des invitations à traverser quelque chose que l'âme a choisi de traverser. Ce changement de perspective ne supprime pas la douleur, mais il lui donne plutôt un sens, et le sens change tout dans la façon dont on le traverse. Les rencontres difficiles ne sont plus du coup des malchances, mais plutôt des enseignements. Les personnes qui t'ont le plus blessé sont souvent celles avec lesquelles tu avais le contrat d'âme peut-être le plus intense, pas le plus confortable, mais en tout cas le plus intense. Et les traverser, vraiment, les traverser, je veux dire, les dépasser, c'est souvent ce qui libère quelque chose de plus profond en toi. Et tu commences à prendre tes propres perceptions au sérieux, tes ressentis, ton inconfort face à certaines situations également, les choses que tu sais sans savoir comment tu les sais. Parce que tu es une âme et les âmes perçoivent, c'est leur nature, c'est vraiment dans leur être profond. Donc maintenant, si l'âme est si résiliente, si elle porte une intention, si elle a cette sagesse dont je viens de parler, pourquoi est-ce qu'on souffre autant ? Pourquoi est-ce qu'on répète les mêmes schémas, les mêmes relations douloureuses, les mêmes peurs irrationnelles du coup dont je t'ai parlé un peu plus tôt ? Eh bien parce que l'âme arrive dans cette vie avec quelque chose qu'elle n'a pas encore terminé. Souvent, il y a des blessures portées depuis d'autres incarnations et qui sont réactivées très tôt dans l'incarnation actuelle. Des masques qui sont construits pour survivre émotionnellement et qui finissent par prendre les commandes à la place de l'âme elle-même. C'est ce qu'on appelle les blessures d'âme et c'est là que je veux t'emmener dans cette deuxième partie de cet épisode. Donc, Lise Bourbeau a popularisé, on va dire, ce concept avec les 5 blessures fondamentales de l'âme, en fait, qui est son ouvrage principal, on va dire celui que beaucoup de gens connaissent le plus. Je m'appuie donc sur ce travail et je l'enrichis, moi, de ma propre expérience de médium et d'accompagnatrice depuis des années. Une blessure d'âme, c'est donc une blessure émotionnelle fondamentale qui s'est installée très tôt dans cette vie et qui résonne avec quelque chose de plus ancien. Elle n'est pas simplement psychologique, elle est énergétique. Elle est inscrite dans le corps comme le schéma de décision, dans la façon dont on se perçoit, dans la façon dont on anticipe par exemple le comportement des autres également. Et ce qui la distingue, on va dire, d'une blessure assez ordinaire, c'est plutôt son intensité qui est disproportionnée. Quand quelqu'un dit une chose anodine et que tu réagis comme si ta survie était par exemple en jeu, eh bien en général c'est une blessure d'âme qui s'active. Et quand tu fais tout pour éviter une situation pourtant banale, eh bien là c'est une blessure d'âme qui commande, par exemple. Ces blessures, elles se sont installées dans l'enfance, dans la relation avec les premières figures d'attachement. Mais dans ma vision, elles ont aussi une racine plus ancienne. Elles résonnent avec des blessures portées par l'âme depuis d'autres vies, et c'est pour ça qu'elles ont cette intensité particulière. Ce n'est pas juste cette vie qui parle, c'est quelque chose finalement de bien plus profond. À savoir que bien évidemment, on peut également avoir des blessures qui s'activent ou se mettent en place au fur et à mesure de notre vie. Ce n'est pas uniquement dans l'enfance, on est bien d'accord. Si on subit un traumatisme assez important, on peut vivre une blessure et donc dans notre adolescence ou dans notre vie d'adulte et donc finir par ensuite générer des schémas toxiques en lien avec celle-ci. Mais le plus clair du temps, il est quand même à noter que c'est soit dans l'enfance, soit dans les vies antérieures. Donc maintenant, voyons un petit peu, décortiquons un petit peu ces 5 blessures fondamentales de l'âme. Blessure, la première, c'est la blessure de l'abandon. On a souvent peur d'être laissé seul. L'attachement est souvent intense, parfois étouffant.
dans les relations. On a tendance à vraiment, limite, étouffer la personne qui est à nos côtés. Avec une difficulté à rester seul avec soi-même. Souvent, une tendance même à rester dans des relations épuisantes ou terminées plutôt que d'affronter la solitude parce que justement, on a peur. C'est une crainte vraiment de la solitude qui est terrible en fait pour la personne qui subit cette blessure. Le masque de cette blessure, qu'est-ce que c'est ? C'est la dépendance affective. On cherche constamment à être rassuré sur le fait qu'on ne sera pas quitté. On fait beaucoup finalement pour que les autres restent et parfois trop, quitte à se perdre soi-même. Ensuite, deuxième blessure, c'est la blessure du rejet. On a souvent la peur de ne pas être à sa place, de ne pas mériter non plus l'existence, de ne pas mériter d'exister, de ne pas mériter de prendre la place qui nous est due finalement. On a donc une tendance à s'effacer rapidement, à se rendre invisible pour ne pas déranger. On est souvent hypersensible à la critique également. La moindre petite remarque a souvent tendance à être vécue comme une confirmation de ce que la blessure va déjà avoir en tête, c'est-à-dire l'isolement, la fuite, le fait qu'on ne mérite pas notre place. Et donc c'est ça qu'on va vivre en permanence, c'est l'isolement, la fuite, comme je te disais. On préfère partir du coup avant même d'être rejeté. Et on ne se propose pas parce qu'on anticipe déjà le refus finalement. Voilà, c'est pour ça que finalement on ne va pas essayer de se proposer de rester dans la vie de l'autre, puisqu'on anticipe à l'avance ce refus. Blessure numéro 3, c'est la blessure de trahison. Il y a une réelle difficulté à faire confiance après avoir été déçu, même par quelqu'un de nouveau, qui n'a rien fait d'ailleurs. Il y a une vigilance qui est permanente, un besoin de contrôle comme forme de protection, avec une forme de mentalisation qui est assez présente également. Et bien souvent, ce masque-là qui est porté par la blessure de trahison, c'est le contrôle, la méfiance. On anticipe toujours la trahison, ce qui conduit souvent à provoquer inconsciemment finalement ce qu'on redoute, donc du coup de la trahison. Blessure numéro 4, c'est l'humiliation. Ici, on va expérimenter plutôt la honte profonde, avec le sentiment de ne pas être digne, de ne pas mériter. Ici, c'est beaucoup la blessure, ou en tout cas le schéma limitant de l'illégitimité. Là, vraiment, on va vraiment l'intensifier, il va être vraiment impactant, et ça va même parfois nous pourrir la vie. Se diminuer avant que les autres ne le fassent. Et oui, on l'a tellement vécu que finalement, c'est une sorte d'auto-sabotage préventif, finalement. Le masque de cette blessure, c'est le masochisme assez doux envers soi-même. Encore une fois, le masochisme, c'est contre soi. Et l'autodestruction, du coup. Donc finalement, on va s'empêcher de briller parce qu'on a intégré que briller, c'est s'exposer au jugement des autres. Donc on ne va pas le faire pour éviter d'être jugé. Et la blessure d'injustice, qui est la 5e blessure, c'est la rigidité, le perfectionnisme. Ici aussi, le mental a beaucoup sa place. On va beaucoup réfléchir à tout ce qui peut être finalement de l'ordre de l'injustice. On va tout critiquer. En fait, on va avoir un esprit critique très exacerbé finalement, puisqu'on va tout remettre en question. Avec une difficulté à accepter ce qui échappe au contrôle ou à la logique. Encore une fois, la critique, justement pour permettre de comprendre cette logique. De donner une logique en fait finalement à tout. Avec une sensibilité également extrême à ce qui est juste et également à ce qui ne l'est pas. Parfois au détriment du reste. Donc le masque porté par cette blessure, ça va être plutôt la froideur, l'intransigeance. Et donc on va exiger la perfection de soi-même et souvent celle des autres. Donc du coup on va souvent être dans l'attente. Maintenant comment ces blessures opèrent en arrière-plan, parce que c'est exactement ce qu'elles font, on est d'accord. Elles colorent ta façon de te voir, ta façon de choisir aussi tes relations, ta façon de réagir aussi sous pression. Et donc, elles ne vont pas clairement te demander ta permission, elles vont juste s'activer. Et elles attirent exactement ce dont elles ont besoin pour être réactivées et potentiellement du coup guéries. C'est pour ça que tu retrouves la même dynamique avec des personnes souvent différentes. La blessure ne cherche pas à être vue. Elle ne cherche pas non plus, par exemple, à te punir, à te blesser, à te flageller. En fait, elle cherche simplement à être reconnue, traversée, intégrée même. Et ce qui est assez difficile et important en même temps à comprendre, c'est que les masques que tu as développés
pour te protéger sont souvent ceux qui entretiennent justement la blessure. La dépendance affective ne va pas guérir de la peur d'abandon. Elle la nourrit, on est bien d'accord. Et le contrôle ne guérit pas la peur de la trahison. Au contraire, il l'alimente. Les masques sont plutôt des stratégies de survie, pas des solutions. La guérison commence quand tu commences à reconnaître le masque et à te demander quelle est la blessure que ce masque protège. C'est là que le vrai travail commence. Reconnaître sa blessure dominante, donc, c'est le premier acte de guérison. Pas parce que nommer, ça guérit de manière drastique, mais parce qu'on ne peut pas travailler sur ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas travailler quelque chose qui n'est pas monté à la conscience. Et je veux te dire une chose aussi avant de te laisser, c'est qu'avoir une âme qui porte des blessures ne fait pas de toi quelqu'un de cassé, quelqu'un de brisé ou quelqu'un de diminué. Ça fait de toi quelqu'un de profondément humain. Et encore heureux, j'ai envie de dire. L'âme que tu es, avec tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle porte actuellement et tout ce qu'elle cherche à guérir dans cette incarnation-là, eh bien, elle est entière. Elle a toujours été entière. La blessure, n'est pas ce que tu es. C'est ce que tu es venu traverser, mais jamais ça va désigner la personne que tu es. La semaine prochaine, on va plutôt parler du corps, de comment il encode toutes ces blessures et de comment apprendre à l'écouter pour enfin les libérer. Allez, je te dis à la semaine prochaine et en attendant, prends soin de toi.